La Seine est un fleuve français, long de 775 km, qui coule dans le bassin parisien et arrose notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Sa source se situe à 446 mètres d'altitude à Source-Seine, en Côte d'Or, sur le plateau de Langres, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Dijon. Le plateau donne également naissance à plusieurs autres cours d'eau importants du nord de la France: la Marne, l'Aube et la Meuse. La Seine se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Son bassin versant, d'une superficie de près de 80 000 km², englobe environ 30% de la population française. Selon les règles de l'hydrographie, lorsque deux cours d'eau se rejoignent, on parle de confluence. C'est le cours d'eau qui a le débit le plus important qui impose son nom à l'autre, qui devient son affluent. Dans le cas de la confluence Yonne-Seine, située à Montreux-Faute-Yonne, en Seine-et-Marne, c'est l'Yonne qui a le débit et le bassin versant le plus important. La Seine est donc son affluent, et le fleuve aurait dû s'appeler l'Yonne. On ignore les raisons pour lesquelles le nom Seine a perduré dans l'histoire. La seule certitude qui existe est qu'il est issu du nom d'une déesse romaine, Sequana, nymphe des sources du fleuve. Alors la Seine a influencé la vie de ses riverains depuis les temps les plus anciens. D'abord parce que, comme toutes les rivières, les hommes préhistoriques sont venus vers les bords de la Seine pour chasser, suivre le bétail, traverser dans des gués, sur des gués, et puis aussi naviguer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des millions d'années, les hommes n'ont pas eu de bateau. Le bateau, le plus ancien bateau, la pirogue, dont on reparlera sans doute, c'est 7000 avant Jésus-Christ. Les premiers hommes, quand ils veulent naviguer et qu'ils construisent des bateaux, ils prennent un tronc d'arbre et ils creusent. Et donc une pirogue, par définition, c'est un bateau qui est creusé à partir d'un tronc d'arbre. Alors ces pirogues, on en trouve en France maintenant, il y en a des milliers qu'on a retrouvés un peu partout sur la Seine. On a quelques gisements importants. Je vous parlais de la pirogue de Nemours et des pirogues des Hauts-de-Seine, donc moins 7000. Les plus célèbres aujourd'hui, ce sont les pirogues de Bercy, qu'on a retrouvées, qui sont au musée Carnavalet, où on a retrouvé véritablement là un lot de pirogues. Alors cette pirogue, elle va être progressivement améliorée pour pouvoir obtenir des chargements importants. Et puis au bout d'un moment, ça ne va pas suffire. Alors là, il y a une véritable rupture au point de vue de la conception du bateau. On va se dire, il faut élargir ou allonger la pirogue. Et progressivement, on voit des pirogues qui ont, par exemple, on les a coupées en deux, et puis on a rajouté un bout au centre. Alors dans le sens transversal, mais on a fait aussi dans le sens longitudinal, et puis on a élargi le bateau. Et donc c'est un passage progressif à un autre bateau, qui est cette fois plus un bateau creusé, mais qui va être, comme on dit, un bateau assemblé. C'est-à-dire que là, il y a au niveau de l'esprit une révolution totale. On ne creuse plus, on n'enlève plus de la matière qu'on balance. Au contraire, on va chercher de la matière, on prépare le bois et on assemble le bois. Et ça, c'est une véritable révolution parce que je dirais presque que dans le temps long de l'histoire, on n'a rien inventé d'autre sur les rivières que ces deux techniques pour naviguer. Donc quand on invente le bateau, c'est au temps préhistorique et puis un petit peu après au premier temps de l'histoire, et puis on n'a rien inventé d'autre. Et on a inventé donc ces deux techniques, la pirogue et le bateau assemblé. Bateau assemblé, on prend des bouts de bois, on regarde,
Et puis évidemment, avec le bateau assemblé arrive un autre problème, c'est l'étanchéité. Parce qu'entre les deux, il faut trouver de l'étanchéité. Et ça va être un deuxième problème technique pour les hommes qui se lancent sur ces bateaux assemblés. Ces embarcations vont traverser l'histoire. En effet, il existait encore, à la fin du XXe siècle, des charpentiers qui construisaient des pirogues sur les rives de l'Adour. Simplement parce que ce n'était pas cher et que cela était idéal pour certaines activités, comme la pêche. La rivière, elle commande d'abord par son espace global. Parce que la Seine, elle délimite un bassin hydrographique. C'est un fleuve, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, un fleuve, mais les mariniers ne font pas de différence entre le fleuve et la rivière. Bon, donc c'est une rivière principale et un chevelu de petites rivières secondaires plus ou moins importantes avec des affluents qui sont quelquefois plus rugueux que la Seine. Et les navigations se font pendant toute cette période-là à l'intérieur de ce bassin. Et uniquement à l'intérieur de ce bassin, il n'y a pas de contact entre les différents bassins. Et donc, si vous voulez passer du bassin de la Seine au bassin de la Loire ou au bassin de l'Escaut, faut un charroi, il faut quitter les bateaux, prendre la terre et retourner après de l'autre côté sur l'eau. Donc ça, c'est le premier caractère. Le deuxième caractère, c'est que pendant toute une période, jusqu'au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, dans l'économie générale de notre pays, pour laquelle la Seine va jouer un rôle principal, avec Paris en particulier, vous n'avez que deux moyens de transport, la route et l'eau. Et donc, sur la route comme sur l'eau, vous allez avoir très rapidement toutes les marchandises et des passagers. Vous voyez, tout fonctionne aussi bien sur la route que sur l'eau. Et sur l'eau, on a un avantage, c'est qu'on transporte déjà plus de marchandises que sur un charroi ou sur une charrette. Voilà. Le problème principal au niveau économique, c'est l'approvisionnement des gens et c'est l'approvisionnement des villes. Et l'approvisionnement de Paris va jouer un rôle fondamental pendant cette longue durée. Il va falloir tout concentrer pour alimenter Paris. Paris qui va devenir, à la fin du XVIIIe siècle, la plus grande ville d'Europe. 1 million d'habitants à la fin du XIXe. Voilà. Alors, à ça, dans cette première grande période de l'économie traditionnelle, la Seine va jouer d'autres rôles. Tantôt le rôle de frontière entre des seigneurs au Moyen-Âge qui vont se faire la guerre. Et donc, pour les conflits entre les vassaux, entre les seigneurs, etc., il va falloir délimiter correctement sa zone d'influence. Et la Seine, là, va jouer un rôle très important, qui est un rôle politique et militaire. D'où la première raison d'avoir des châteaux qu'on bâtit sur le bord de la Seine pour contrôler le trafic de la Seine. Alors, contrôler le trafic militaire, pour pas qu'il y ait d'incursion militaire, mais aussi le trafic des approvisionnements. Car qui va contrôler l'approvisionnement va avoir une carte maîtresse dans son jeu de domination et de pouvoir local. Et puis alors, il y a évidemment là tout de suite un deuxième rôle, c'est que la Seine est une voie de pénétration. Voie de pénétration est-ouest sur son cours principal et voie de pénétration nord-sud par son affluent qu'est l'Oise. Et cet affluent de l'Oise va voir toutes les grandes guerres entre le nord et le sud passer par là. Et donc, il va falloir aussi contrôler l'Oise. Donc, on a des fonctions de la Seine et des relations entre la Seine et les hommes qui vont varier au fil du temps entre la période romaine et la période de la monarchie absolue de droit divin de Louis XIV. Mais vous voyez, c'est ces grandes données, ces grandes dominations-là qui vont perdurer. Depuis l'âge préhistorique jusqu'au XVIIIe siècle, les hommes vont donc être dominés par la rivière. En effet, les eaux de la Seine sont plus ou moins profondes. Il y a moins d'eau en amont qu'en aval, ce qui imposera directement la taille des bateaux que l'on trouve de chaque côté de Paris.
des petits bateaux en amont et des plus imposants en aval et vers l'estuaire. De plus, la Seine est une succession de passages avec des hauteurs d'eau plus ou moins navigables. Certains endroits, à trop faible tirant, empêchent des chargements trop importants. Enfin, la quantité d'eau de la Seine varie énormément durant l'année en fonction des saisons. Élevées en automne et au début de l'hiver, ce sont les crues. Faible en été, c'est l'étiage. Du coup, le temps de navigation durant l'année est réduit à quelques mois par an. Il faut donc être toujours prêt et cela requiert une organisation particulière. Donc l'homme s'est adapté évidemment à ces conditions avec les moyens du bord, si je peux dire, dans les premiers temps. Il a perfectionné quelques ports, il les a multipliés, et puis alors il a développé des pratiques, en particulier dans la Haute-Seine, parce qu'on a parlé de Paris, et Paris très vite va devenir un monstre au point de vue de l'approvisionnement. Et alors, on va avoir une distinction entre deux zones, en gros, autour de Paris. On va avoir la Seine amont et on va avoir la Seine aval. Et là, on va avoir deux adaptations différentes des hommes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est le courant. Si vous prenez des produits à l'amont et que vous les descendez sur Paris, vous bénéficiez du courant. Et donc, la Seine devient votre allié. Si vous êtes à Rouen et que vous remontez la Seine pour aller sur Paris, le courant devient votre obstacle principal. Et donc il va y avoir deux types de navigation très différentes auxquelles les hommes vont devoir s'accoutumer. La navigation en descente et la navigation en remonte. Si bien que moi j'ai parlé de binavigation, tant ces navigations sont différentes l'une de l'autre. Et c'est vrai pour la Seine comme pour toutes les rivières naturelles ou faiblement aménagées. Alors, ces navigations en descente de la Haute-Seine, elles vont être très importantes et en particulier pour un matériau, par l'intensité de la navigation, c'est ce qu'on appelle le flottage. Et Paris va être un demandeur de bois considérable. Vous savez que jusqu'au milieu du 19e siècle, le bois, c'est tout. Le bois sert à manger, à cuire. Le bois, il sert à construire les maisons, il sert à se chauffer, il sert à tout un tas de choses. Et donc, plus la ville de Paris grandit, plus la demande en bois est grande, et plus ce qu'on appelle l'aire d'approvisionnement de la ville va s'étendre. Alors, on va remonter comme ça jusqu'au Morvan, et on va aller prendre des bois au Morvan. Et il se trouve qu'au Morvan, on a des petites rivières, et l'Yonne n'est pas une petite rivière, c'est une grosse rivière, mais on a de la Cure, on a des petites rivières qui vont servir au flottage et à l'avance des bois sur Paris. Alors comment ça fonctionne? Alors je vais vous le décrire, on va le dire, à son apogée, vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Comment ça fonctionne? Eh bien, les bûcherons, les gens des forêts du Massif central, ils coupent le bois toute l'année. Et ce bois, ils vont le découper pour le chauffage et pour la construction. Ça va être deux types différents. Pour le chauffage, ils vont le couper en, on va dire 1 mètre, mais c'est pas 1 mètre, on est sous l'Ancien Régime. Donc voilà, ils vont le découper en morceaux de bois, en bûches, ils vont marquer les bûches du nom des propriétaires, et les premières bûches, ils vont les jeter dans la Cure, ils vont les jeter dans l'Yonne. Alors ces bûches, naturellement, dès qu'il y a un peu d'eau, qu'on fait le lancement des bois, on les a empilés sur les bords, quand c'est bon, hop, on les jette, ils roulent, ils s'en vont, et ils descendent. Ils descendent la Seine, ils peuvent descendre la Seine sans problème, il n'y a pas de navigation, il n'y a pas de bateau dans cette zone-là. Mais après, il va y avoir des bateaux. Donc il faut les arrêter. Donc on fait des grands barrages et il y a des milliers et des milliers de bûches qui s'accumulent sur ces barrages. Ce barrage, c'est à Clamecy qu'on le fait. Et à Clamecy, il faut ressortir les bûches de l'eau. Alors on les ressort de l'eau et on les entasse et on regarde la marque des propriétaires. Et on les entasse par marque de propriétaire. Et à partir de là, on va faire des radeaux. Des radeaux, 1 radeau, 2 radeaux, 3 radeaux, on va faire comme ça des trains de bois pour pouvoir contrôler les bois et que les bois n'aillent pas taper les bateaux qui là remontent jusque-là.
Et ces trains de bois, ils vont descendre jusque dans les grandes villes, et en particulier à Paris. Et à Paris, on va évidemment casser ces radeaux, on va remettre les bois sur les bords, et on va les empiler. Et on va faire d'énormes théâtres, on appelle ça des théâtres de bois qu'on doit empiler en fonction en particulier de l'hiver, parce que l'hiver, il faudra que la ville ait des bois importants en quantité importante. Et donc on va avoir dans Paris 2 zones où on va empiler ces bois, en gros dans la région là du Jardin des Plantes, hein, et puis après l'avoir traversé Paris, en gros dans l'île aux Cygnes, hein, sur l'île aux Cygnes. Et ça, c'est une navigation colossale qui a permis l'essor de Paris. Sans le flottage, pas de Paris aussi important qu'il l'a été, en tout cas par sa population et en tout cas par sa puissance économique. Là, c'était pour l'amont en quelque sorte. Et cet amont va prédominer jusqu'au XVIIIe siècle, puisque le bois est sans concurrence jusqu'à cette époque. Et vous allez me dire, pour l'aval, comment les hommes en avalent pour remonter s'ils sont pris? Comme ils ont pu. Comme ils ont pu, mais alors ça donne des spectacles extraordinaires. Vous avez un vitrail qui montre en basse scène la remonte du pont de l'Arche. Alors, au pont de l'Arche, il y avait un pic, là, donc, que je vous ai dit tout à l'heure, et il fallait remonter. Eh bien, ce sont des centaines d'hommes et d'animaux qui vont remonter les bateaux en permanence et qui vont permettre aux bateaux de franchir cette rupture-là de navigation importante, hein, ce verrou fluvial. Vous avez un deuxième verrou à Paris, en plein centre de Paris, et là qui est dû à un pont qui avait été construit sous Charles le Chauve et qui s'est écroulé. Et ce pont, en s'écroulant, il a provoqué une sorte de verrou, vous voyez, parce qu'on ne pouvait pas le franchir facilement. Et donc, cette opposition entre l'amont et l'aval, vous l'avez pour la Seine globale, mais vous l'avez aussi à l'intérieur de Paris. Il y aura 2 zones à l'intérieur de Paris. Et ça va entraîner par la suite des travaux importants. Voilà quelques exemples de la manière dont les hommes ont fait pendant des siècles pour essayer d'améliorer la situation. Mais il n'existe pas que la loi de la nature. Les hommes également ont régi le fleuve à leur manière. En effet, la circulation est réglementée, et ce, depuis des millénaires. Ce sont les Romains, lors de l'invasion de la Gaule, qui ont apporté avec eux un certain nombre d'éléments de leurs traditions et coutumes, dont le droit romain. Il s'appliquera à toutes les grandes rivières de la Gaule. Évidemment, c'est surtout le Rhône qui, à l'époque, était une zone de transit et d'échanges commerciaux. Mais les règles s'appliqueront sur la Seine également. La navigation est très étroitement réglementée et donc, progressivement, les bateliers vont être enrôlés dans des associations, des corporations de marchands qui vont imposer des règles de conduite de bateau, des règles pour parcourir certains espaces ou en éviter d'autres. Il va y avoir une relation étroite entre la Seine et le commerce, et en particulier le commerce de Lutèce. Le droit romain s'applique encore aujourd'hui. Le droit français, le droit fluvial français, s'appuie largement dans ce que les révolutionnaires vont appeler le droit ancien, c'est-à-dire le droit romain, qui dit que toutes les rivières navigables, par exemple, appartiennent à l'État.
Oui, c'est quelque chose que c'est Rome qui l'impose. Alors, ça ne va pas durer longtemps parce qu'au Moyen-Âge, les seigneurs vont se réapproprier la propriété des fleuves, etc. Et le roi va va batailler pendant des siècles pour récupérer ça. Il va falloir attendre 1669 pour qu'on ait un édit de Colbert qui dit ça suffit, les seigneurs, c'est moi le roi et c'est moi qui est propriétaire de l'État. Mais le droit fluvial comme ça s'impose et va régir l'ensemble des trucs. Et puis alors il va y avoir les corporations. Et ces corporations qui naissent donc sous Rome, qui vont s'affaiblir pendant la période du Haut Moyen-Âge, vont revenir au Moyen-Âge parallèlement à toutes les autres corporations. La production de cette époque, elle est organisée en corporations. Il y a les bouchers, il y a les cordonniers, et il y a les bateliers. Et les bateliers sont intégrés dans les villes et dans les villages. Ils ont leur quartier, comme les bouchers ont leur quartier, comme les cordonniers ont leur quartier. Ils ont leurs églises et ils ont bien entendu leurs saints. Alors ici c'est Saint-Nicolas, ici c'est la Vierge, mais ils ont leurs saints. Et on a la chance d'avoir des corporations qui nous ont laissé des écrits. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la corporation? Elle organise sur la Seine les conditions dans lesquelles on va pouvoir commercer. Qui va pouvoir naviguer? On ne peut pas naviguer comme ça sur la Seine. Il faut appartenir à la corporation des marchands, à la Hanse. Donc il faut un droit d'entrée, etc. Comment on navigue? Il y a des règles à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous voyez? Et ces corporations, elles vont jouer un rôle politique éminent. Et bien entendu à Paris, puisque les premiers maires de Paris seront des marchands bateliers. Ben oui, vu l'importance de l'approvisionnement par la voie d'eau. Et les premières armoiries de la ville de Paris, ça sera un bateau-lune, et puis après les Parisiens ils vont prendre la grosse tête, puis ils vont grossir le bateau, ils vont mettre des voiles alors qu'on naviguait pas beaucoup à voile sur la Seine, et puis ils vont mettre des trucs, et puis ça donne aujourd'hui les armoiries de la ville de Paris. Et alors, les conditions de navigation sont étroitement contrôlées par la corporation. Et quand Turgot va vouloir supprimer les corporations au XVIIIe siècle, la première corporation à Paris, c'est encore celle des bateliers. À la fin du XVIIIe siècle, la Seine va jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi? Toujours un problème de Paris. C'est-à-dire que Paris est devenu une immense capitale, et les moyens d'approvisionnement traditionnels de la ville ne sont pas suffisants. Le système traditionnel qui durait depuis des siècles s'effondre. La ville devient encombrée de charrois, c'est les embarras de Paris décrits par Boileau quelques années avant, mais c'est la même chose sur la Seine. C'est-à-dire qu'on est forcé de faire un système pour que les bateaux attendent à l'entrée et à la sortie un droit d'entrée, un droit de sortie pour pas qu'il y ait trop d'embouteillages sur la Seine à Paris. Et vous avez des quais qui sont considérablement transformés en ports, chaque secteur ayant un produit particulier. Vous avez le port au blé, vous avez le port au bois, vous avez le port aux pommes, vous avez le port à vin, évidemment, du côté de Bercy. Et donc, c'est une organisation technique qu'on essaye de mettre en place pour régler ce problème de l'approvisionnement de Paris et de la Seine. Et face à ça, l'Académie des sciences va lancer des concours auprès des savants de l'époque, auprès des ingénieurs de l'époque, pour essayer de trouver des solutions. Le problème majeur, c'est la quantité d'eau de la Seine. On cherche à avoir une navigation toute l'année et avec une quantité d'eau suffisante pour naviguer avec de grosses cargaisons. Ce problème se posera constamment de 1750 à 1850. Il sera réglé par la canalisation de la Seine. Pendant 50 ans, on va transformer le fleuve. Alors celui qui a révolutionné l'histoire de la navigation, et pas seulement française, mais mondiale,
c'est un homme dont personne ne connaît le nom, c'est Charles-André Poiré. C'est un ingénieur, et cet ingénieur, il travaille sur le canal du Nivernais. Et puis il a un problème sur le canal du Nivernais, parce que le canal du Nivernais, il coupe l'Yonne. Et donc, il y a 2 écluses de chaque côté, et par moment, il n'y a plus d'eau dans son canal. Et il se dit, ça ne va pas, il faut que je trouve un moyen pour remplir mon canal d'eau. Et donc, il invente le barrage mobile à aiguille. Alors, c'est quoi ce barrage mobile? Eh bien, la difficulté, on savait barrer les rivières par des barrages fixes, c'est-à-dire on faisait soit en bois, soit en béton, on barrait. Et puis ce barrage, quand vous avez tous fait ça quand on est gamin, on a un petit ruisseau, on met des pierres et ça barre la rivière. Alors l'eau monte en amont et puis il n'y a plus d'eau en aval. Le problème, c'est que sur la Seine, on ne peut pas faire ça. Parce que si on faisait ça, si on barrait la Seine de manière continue, eh bien, la partie amont, à l'étiage, ça allait. Mais au moment des inondations de la Seine, vous inondiez tout, y compris Paris. Ça se passera en 1910. Voilà, bon, on va tout inonder. Donc on ne peut pas faire des barrages permanents. Il faut faire des barrages qu'on puisse monter quand il y en a besoin et retirer quand il n'y en a pas besoin. Alors Poiré invente un système de barrage mobile avec ce qu'on appelle des fermettes métalliques qu'il met en travers comme ça, et puis il y a une espèce comme des jeux de cartes, si vous voulez, qu'on mettrait en travers du fleuve, avec des aiguilles de bois qui reposent sur ces fermettes métalliques. Alors, en été, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la Seine. Vite, on met tout le barrage et on met toutes les aiguilles. Ça remonte le niveau d'eau dans la Seine, les bateaux peuvent naviguer. Et puis, au fur et à mesure que les pluies arrivent, que la hauteur d'eau dans la Seine remonte naturellement, on va retirer des aiguilles, ce qui va permettre à l'eau de se dégager davantage. Et quand on va arriver au moment des hautes eaux, on aura retiré toutes les aiguilles. Mais sur la Seine, c'est là qu'on va canaliser la première grande rivière de plaine, et on va le faire entre 1850 et 1860. Voilà. On va d'abord faire la partie aval, et puis après, on fera la partie amont. Et quand on aura fait ça, Paris sera sauvé. On aura une navigation permanente dans Paris. Restera juste un petit point, mais qu'on avait déjà résolu avant parce qu'il posait déjà des problèmes importants. C'était le fameux pont là, de Charles le Chauve dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis la boucle, il y avait un grand méandre comme ça qui va jusqu'à Saint-Denis. Alors là, on va le résoudre au début du 19e siècle par ce qu'on appelle le canal de Paris. Au départ de l'Arsenal, le canal Saint-Martin, le bassin de la Villette et le canal Saint-Denis de l'autre côté. Et donc les bateaux ne passeront plus par le grand méandre et puis par le verrou de Paris, ils passeront maintenant par les canaux parisiens et ils retomberont à l'est de Paris où va se développer l'industrie parisienne, où arrivait déjà le bois. Louis XVIII va avoir une action très importante concernant toutes les rivières de France et la Seine en particulier. Parce que succédant à Napoléon Ier, il avait un petit déficit d'image et de popularité. Et donc, ses conseillers vont lui dire qu'ils ont un moyen de le rendre aussi populaire que Napoléon Ier, et même plus populaire que lui, en faisant une œuvre grandiose, mais une œuvre pacifique. Et là où Napoléon avait été brillant par la guerre et la mort, le roi Louis XVIII va être brillant par le génie civil et par la paix. Et donc, en 1820, l'Assemblée vote un plan de canalisation, c'est-à-dire de liaison entre tous ces bassins dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient isolés les uns des autres. Et donc, la Seine va se voir reliée à l'Escaut par le canal de Saint-Quentin, va se voir reliée au Rhône, va se voir reliée à la Meuse en quelques 30 à 40 ans. Et ça, c'est capital, parce que vous voyez au niveau du marché, le marché fluvial, qui était jusqu'alors un marché limité, on dirait presque un marché de bassin, un marché local, il va devenir un marché beaucoup plus ample. Il va y avoir une limite à ça, c'est que le roi ne va pas réussir à faire des canaux au même gabarit. Et
que donc si on peut aller d'un endroit à un autre, il faudra quelquefois changer de bateau, il faudra attendre la fin du 19e siècle, il faudra attendre la loi Freycinet de 1879 pour qu'on fasse un gabarit unique sur tous ces bateaux. C'est ainsi l'ouverture du réseau de la navigation fluviale. Le rayon d'approvisionnement de Paris va s'étendre à l'ensemble des pays voisins, et notamment au nord de la France, où apparaît un élément fondamental des décennies à venir, le charbon. Quand ce dernier se développera, son transit vers la capitale sera opérationnel, permettant ainsi l'expansion industrielle de Paris. En parallèle du charbon se développe la machine à vapeur, que l'on va tenter d'adapter à la navigation fluviale de deux manières différentes. On va l'adapter d'abord sur des bateaux pour transporter des passagers. Avant, on avait des coches d'eau qui étaient tirées par des chevaux. Bon, c'était pas très facile. On invente le bateau à vapeur. Alors c'est une invention anglaise, mais on l'importe en France et on en change énormément de caractéristiques techniques parce que les bateaux anglais ne fonctionnent pas en France. Ils coulent, ils sont... Voilà. Donc, entre 1820 et 1840, on va inventer un nouveau type de bateau qui va bien fonctionner et on va avoir en particulier sur la basse Seine, mais aussi sur la haute Seine, mais entre Paris et Rouen par exemple, des transports réguliers de bateaux et un trafic de passagers extrêmement important par la Seine. Et puis, on va essayer une deuxième chose, c'est pour transporter les marchandises. Or, pour transporter les marchandises, on ne peut pas mettre comme ça une machine à vapeur sur un bateau parce qu'on met la machine à vapeur, on met le charbon qu'il faut pour actionner la machine à vapeur, il n'y a plus de place pour les marchandises. Donc ça ne va pas, il faut qu'on trouve autre chose. Et ce qu'on va trouver après une quarantaine d'années de recherche, c'est le touage. Et le touage, ça va être l'une des grandes spécificités de la Seine industrielle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce touage ? Les premiers essais sont faits par Montgolfier. Vous avez tous entendu parler de Montgolfier, sa Montgolfière, les frères Montgolfier, etc. Ils travaillaient aussi sur le transport fluvial et sur la Seine. Et ils ont fait des premiers toueurs. Alors, le grand touage va être installé sur la Seine à la fin de cette période, 1850, là, dans les années 50-56, grâce à Napoléon III qui va donner toutes les autorisations nécessaires. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une chaîne. On prend une chaîne à Paris. On la met au fond de l'eau jusqu'à Conflans. On prend une deuxième chaîne. On la met dans l'eau de Conflans jusqu'au Havre, on va dire. On prend une troisième chaîne. On la met dans l'eau, on la prend de Paris, on la met dans l'eau jusqu'à Montereau. Et vous avez le chemin de fer fluvial. Ce n'est pas des rails, c'est une chaîne. Sur cette chaîne, on va mettre un bateau particulier, donc qu'on appelle le toueur. Le toueur, c'est la locomotive. Il y a juste la locomotive, c'est-à-dire le charbon et la machine à vapeur. Cette machine à vapeur, elle met en route un mécanisme, comme un pédalier de vélo, si vous voulez. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Et ce pédalier de vélo va se gripper sur la chaîne, et donc le bateau va se touer, c'est-à-dire il va se tirer sur la chaîne. Et de cette manière, c'est là où il a le moins de perte d'énergie. Voilà, c'est un point de vue technique, c'est une merveille ce toueur. Et donc on va pouvoir transporter des milliers de tonnes de marchandises grâce à ce bateau toueur qui va traîner derrière lui des bateaux de bois qui n'ont pas de moteur. Ils vont traîner 3, 4, 5, 6, 7, 12 en fonction des écluses qu'il va passer. Le touage représente un bond colossal dans le transport de marchandises. La canalisation de la Seine est achevée et tout est ouvert à la navigation. Le touage est en place. Tout semble paré pour une ère de stabilité, quand soudain apparaît un nouvel arrivant, le chemin de fer. Très vite, il concurrence la voie d'eau et les transports fluviaux. Les compagnies de bateaux à vapeur, transporteurs de passagers, ne vont pas tenir le choc. Les unes après les autres, les compagnies font faillite et disparaissent. Le chemin de fer concurrencera également les bateaux sans moteur. Dans les années 1870, c'est la fracture fluviale. Des zones d'activité vont s'effondrer, d'autres résisteront. La Seine, c'est le moteur et c'est l'exemple même de la rivière qu'on va adapter au transport industriel
du XIXe siècle, en parallèle, bien entendu, avec la révolution industrielle. Et donc on peut rentrer avec la Seine dans la deuxième grande phase, après la phase traditionnelle de bassin, après ce moment de rupture entre 1780 et 1860, en gros, à partir de 1860, et pour un siècle un peu plus, on va rentrer dans la phase industrielle de la Seine, et là tout change. D'abord, les principaux produits qui vont être à transporter, ça va être les matériaux de construction, en particulier pour le développement de la ville de Paris. Et puis deuxièmement, le charbon. Et les industries s'installent en région parisienne. Et donc il va falloir alimenter en matériaux de construction et en charbon la ville et ses industries. Il va falloir créer des ports particuliers et des aménagements pour recevoir ces matériaux bien spécifiques. Et surtout, il va falloir recevoir ces matériaux en quantité colossale. Et là, la voie d'eau va jouer un rôle majeur, parce que les chemins de fer, oui, vont transporter du charbon, mais les chemins de fer seuls n'auraient jamais réussi à transporter les quantités de charbon colossales qu'il a fallu à Paris et à la région parisienne pour devenir la principale zone industrielle française. S'il n'y avait pas eu la navigation intérieure, s'il n'y avait pas eu ces milliers et ces milliers de tonnes de charbon transportées, qu'est-ce qui serait passé? Les usines n'auraient pas pu rester à Paris. Qu'est-ce qu'elles auraient fait? Elles seraient parties à Lille. Et Paris serait resté capitale de la France. Oui, mais la principale zone industrielle, ça aurait été le nord, ça aurait été Lille. Et peut-être que la géographie française, ça aurait été un peu semblable à la géographie des États-Unis, où on a une capitale politique et on a une capitale économique ou plusieurs capitales économiques. Mais il y a des revers à ces aménagements de la Seine, notamment la pollution. L'expansion de la capitale et de sa banlieue engendre une augmentation massive des déchets domestiques. Il faudra attendre l'après-guerre pour retrouver un niveau acceptable de qualité de l'eau de la Seine. La gestion des crues devient un sujet à débat depuis le XIXe siècle et n'est toujours pas tranché. À savoir si les canalisations représentent ou non des catalyseurs de crues. L'exemple le plus frappant est la crue record de 1910, qui immobilisa Paris pendant plusieurs mois. L'explication majeure qui est donnée par les géographes sur la crue de 1910, c'est une conjonction de deux crues. En fait, d'une crue de la Marne, qui est une crue lente, pépère. Elle monte la Marne et puis elle descend doucement. Voilà. Au contraire d'une crue de l'Yonne, qui elle est une crue vigoureuse, c'est le cheval ou c'est le taureau en furie, voilà. Ça monte tout de suite et zoom, ça. Et les deux crues se sont cumulées juste en amont de Paris. Et donc ça a provoqué cet immense débordement de la Seine en amont de Paris, et puis aussi en aval. Les barrages ont évidemment tous été levés rapidement, mais on n'attendait pas une crue de cette importance, on n'avait pas vraiment prévu une crue de cette importance. Pendant très longtemps, les hommes ont vécu avec la crue. Et ça, c'est encore visible sur des rivières qui n'ont pas été canalisées. Vous avez des villes, n'est-ce pas, qui se sont construites comme à Cher, là, dans la partie basse, parce que la crue inondait, posait du limon et qu'on pouvait profiter du limon pour l'agriculture après. Donc, il ne faut pas voir toujours la crue d'une façon négative. L'homme, dans cette première moitié du XXe siècle, même un petit peu plus, l'homme a l'impression d'avoir dominé la nature. C'est Descartes qui a eu raison. L'homme est devenu maître et dieu de la nature, et donc il ne tolère plus la crue. Et pour lutter contre la crue, il va donc faire tout un tas de gros aménagements, et en particulier des bassins de rétention en amont. Et alors là, sur Paris,
c'est évidemment la construction des grands lacs, le lac de Der en particulier, là, ces grands lacs réservoirs qui sont au nord de Paris, qui servent à emmagasiner l'eau de la Seine et de ses affluents au moment où il y en a beaucoup, c'est-à-dire en hiver et où ça risquerait de faire des crues, et de la rejeter au moment où la Seine est en étiage. C'est une espèce de poumon de la Seine qu'on a là au nord de la Seine. Et vous savez qu'on a encore un débat important aujourd'hui pour savoir si on fait un nouveau lac encore de rétention, un nouveau réservoir, ou si on se dispense de ce nouveau réservoir. Et puis alors vous avez cette idée contemporaine de dire il faut réapprendre à vivre un peu avec les crues, il faut relaisser la rivière vivre avec son rythme et laisser les crues. Mais ce n'est pas le cas de la Seine. On ne peut pas relaisser vivre la Seine, ça entraînerait des zones très importantes puisque plein d'habitations se sont construites dans les zones inondables. Et donc ce mouvement qui est vrai pour certains petits affluents de la Seine n'est pas vrai pour la rivière. Le dernier âge de la Seine, c'est l'âge industriel. Ce sont les 100-120 dernières années. La Seine devient un acteur majeur du transport pour toute la France. Après les péniches de bois, qui sont tirées par des remorqueurs ou des chevaux de halage, c'est l'avènement de l'automoteur. Alors l'automoteur, c'est un bateau métallique et c'est un bateau, comme son nom l'indique, qui a un moteur. Et donc, fini tous les problèmes de halage, tous les problèmes de traction, il est automoteur. Et cet automoteur va évidemment remplacer peu à peu les vieux bateaux de bois, dont les derniers vont disparaître dans les années 60, 70, 1960, 1970. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est encore dans cette nouvelle génération de bateaux d'automoteurs. Il y aura dans les années 1950 une troisième vague de bateaux nouveaux qui seront les pousseurs. C'est-à-dire qu'on aura des barges qui n'ont pas de moteur, qui sont poussées uniquement par un pousseur et qui, lui, possède le mode de propulsion. Et donc on a à nouveau une distinction entre la fonction commerciale et la fonction de propulsion. Et cette batellerie-là sur la Seine, elle va prendre des proportions tout à fait considérables, et d'abord avec des petits bateaux, et puis ensuite avec des bateaux de plus en plus grands, parce que la canalisation de la Seine, qui était commencée, on a dit, vers 1850, elle va se continuer par la construction de barrages beaucoup plus importants, qui vont donc donner un tirant d'eau beaucoup plus important à la Seine, et avec des écluses qu'on va construire à côté de chaque barrage, bien sûr, des écluses qui sont beaucoup plus importantes et qui sont beaucoup plus longues. Après avoir connu un essor permanent pendant des décennies, les années 1970 vont connaître un drame fluvial, la crise de la batellerie. Une chute vertigineuse de l'exploitation due à l'abandon du charbon par la France. Alors la batellerie traverse une crise terrible dans les années 70-80 et elle va se redresser un peu, ou plus exactement arrêter de s'effondrer dans les années 90 grâce aux mesures qui ont été prises pour essayer de la sauver, et elle va bénéficier d'un nouvel engouement justement pour des raisons écologiques, parce que c'est un transport économique, disent les économistes, c'est un transport peu polluant, disent les bateliers, et c'est un transport sûr, dit VNF, Voies navigables de France. Et donc il y a eu un certain relan de navigation. Et en tout cas, la Seine est restée, elle, un point important de navigation. Elle ne s'est pas effondrée comme ça s'est effondré dans les autres régions, grâce essentiellement à ces gros bateaux qui sont prisonniers aujourd'hui de la Seine, parce qu'ils ne peuvent pas gagner les autres bassins de navigation. Les écluses sont trop petites. D'où le projet
Seine-Nord-Escaut, c'est-à-dire que Voies navigables de France est en train de travailler, projet déjà bien engagé, à créer un canal à très grand gabarit entre l'Oise et l'Escaut, de façon à ce que ces gros bateaux de Seine, ces gros automoteurs de Seine, puissent gagner le réseau à grand gabarit européen. Ce canal à grand gabarit permettrait de relier toutes les zones à grand gabarit européennes, à savoir les grands axes belges et hollandais, mais aussi le Rhin et le Danube. On parle d'une ouverture pour ce canal vers 2027. Mais il faut toutefois rester prudent, tant l'importance des travaux est énorme. Par ailleurs, on pourrait s'interroger sur la conséquence en termes de pollution d'une telle augmentation de trafic fluvial sur la Seine. La maîtrise de la pollution, c'est quelque chose sur la Seine, comme sur les autres rivières, c'est quelque chose de très important parce qu'elle va permettre le retour des gens vers la rivière. Et ça, c'est un phénomène récent, dont la Seine a été un des pionniers, puisque la plage, le fait de faire une plage en plein centre de Paris, ça a été une image extrêmement forte qui a été reprise après un peu partout. Lyon avait été aussi, l'aménagement des quais à Lyon avait été aussi quelque chose d'important. Cette redécouverte de la rivière, qui est un phénomène global et qui est un phénomène vraiment très vivant sur la Seine. J'ai appelé ça, moi, la flurbanisation. Alors c'est un truc affreux, c'est un affreux néologisme. Pourquoi ? Parce que les géographes, dans les années 50-60, avaient parlé de rurbanisation pour désigner ce mouvement d'urbains qui allait à la campagne. Parce que contrairement à ce qu'on a semblé découvrir avec le Covid, ce n'est pas la première fois que les urbains vont à la campagne. Dans les années 60, 70, 80, il y a eu déjà un très fort mouvement de rurbanisation. Et moi, il me semblait que c'était la même chose. Mais cette fois, les urbains, ils restaient pas, ils ne s'en allaient pas à la campagne, ils revenaient vers la rivière. Ils revenaient vers la rivière et évidemment, ils imposent à la rivière de nouvelles fonctions. On va voir se développer ce qui s'était développé au 19e, à la fin du 19e, quand la Seine était encore les sociétés nautiques, avec les kayaks, avec les choses comme ça. Et la plaisance sur la Seine reprend vigueur. Monet ne sera plus tout seul dans son petit bateau ou sur l'Oise, là, à l'Isle-Adam. Voilà, les impressionnistes seront plus tout seuls sur le bottin à peindre les berges de l'Oise. Ainsi, la Seine, malgré les conséquences effroyables de la révolution industrielle et de l'expansion parisienne, et donc des horreurs qu'elle a dû charrier à la fin du XIXe siècle, s'est avérée être une source d'inspiration extraordinaire pour les artistes de l'époque, qui n'y ont vu que douceur, tendresse et beauté. Voyage au fil de l'eau avec Manet, Renoir, Caillebotte et les autres.